grands enjeux qui sont déterminants à l'heure actuelle pour les organisations. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'incertitude. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les organisations sont confrontées à plein de choses qu'ils n'ont pas prévues. Je prends simplement la pandémie comme exemple. Là. Ça, c'était pas prévu. C'était jamais apparu. Et il est clair que tout à coup est arrivé un événement non prévu pour lequel on n'avait pas les réponses. Et c'est venu dans tous les sens. Là, il y a eu toutes sortes de contraintes, des contraintes d'approvisionnement, des contraintes de main-d'œuvre, des contraintes de déplacement, des contraintes de toute nature avec lesquelles les organisations n'étaient pas prêtes. Et cet enjeu d'incertitude-là m'apparaît important. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de complexité. Complexité, qu'est-ce que je veux dire? Plus on avance dans le temps, plus les contraintes auxquelles sont soumises les organisations sont importantes. On va avoir des contraintes qui sont liées à l'écosystème, des contraintes légales, sociales, technologiques, et j'en passe. On va avoir des contraintes qui sont liées au contexte. La pandémie, c'en est un. Au niveau de la complexité, il est clair que les sociétés prennent conscience que les organisations sont partie de la société et veulent que ces organisations-là contribuent socialement, beaucoup plus qu'antérieurement. Antérieurement, la société avait un droit d'existence indépendamment de l'environnement où elle était, du contexte où elle était. Et plus on avance dans le temps, plus les sociétés, du moins les sociétés développées, veulent que les organisations respectent un certain nombre de contraintes pour y arriver, pour l'acceptabilité sociale, si je peux m'exprimer comme ça. Moi, je rajouterais, j'ai l'occasion de rencontrer des équipes de direction depuis la dernière année là, dans la situation de la COVID. Et quand on aborde, j'introduis toujours la question des enjeux et puis des capacités en passant par la question de dans quelle sorte d'environnement d'affaires les organisations vivent actuellement. Puis moi, je définis la complexité autour de six observations ou 6 critères, qui fait que lorsqu'on les met ensemble, ça renvoie à un univers de décision plus complexe. Alors, la première caractéristique, c'est l'accélération des phénomènes. Donc, si on regarde, par exemple, avec les technologies, l'accélération de la télémédecine, l'accélération des technologies qui permettent de réinventer, par exemple, la médecine préventive, personnalisée, etc. Donc, il y a le phénomène d'accélération. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on ne parlait pas beaucoup d'équité, de diversité, d'inclusion. On en parle beaucoup. Ça a explosé de manière rapide. Prenons la question, par exemple, des défis autour du climat. Ça a explosé encore plus rapidement dans ces derniers mois. Donc, en quelque part, les phénomènes sociaux, économiques, la réglementation, la cybersécurité, l'environnement s'accélère. La deuxième dimension, Alain l'a évoqué par l'incertitude, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire que la COVID est un exemple d'imprévisibilité. L'explosion du télétravail qui va poser des questions sur l'organisation du travail, c'était imprévisible. Malgré le fait qu'on étudiait le télétravail depuis 20-25 ans, on observe que parce que les gens ont été contraints d'y aller, on observe un engouement non prévu qui questionne beaucoup la flexibilité du travail, qui questionne l'organisation du travail, qui va questionner les conventions collectives. La troisième dimension que je retiens beaucoup, moi, c'est la question de l'interconnexion. On voit que de plus en plus, si on prend les phénomènes sociaux, économiques, ils sont interconnectés. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de réponses futures. C'est l'interconnexion des sciences de la vie, des sciences de la santé, des sciences sociales, en interconnexion pour résoudre des problèmes complexes. Donc, cette question-là va amener plus tard la question de comment on amène les gens à travailler en interdisciplinarité, en intersectorialité. La quatrième dimension que moi j'utilise avec mes gestionnaires, c'est la disruption. C'est-à-dire qu'on voit apparaître de plus en plus des modèles d'affaires disruptifs. Par exemple, high value, low cost, les Airbnb de ce monde. On voit apparaître, par exemple, de nouveaux champs des possibles non prévus avec l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, dont les chaînes d'approvisionnement, dont, par exemple, l'intelligence au niveau des ressources humaines, RH, etc. La cinquième dimension, c'est toute la question de l'interdépendance. On parle beaucoup, par exemple, de développement durable, mais ça prend une organisation qui est vivable, qui est viable, avec la croissance soutenable ou la croissance durable. Donc, l'interdépendance de l'économie, du social,
du politique, pour avoir des organisations viables. Donc l'interdépendance, ça renvoie aussi à des enjeux de collaboration dans des organisations. Puis le dernier point, moi, qui renvoie beaucoup à la complexité des organisations qui doivent vivre avec un environnement complexe, c'est la transparence. De plus en plus, les gens sont informés. De plus en plus, les gens exigent de l'information transparente. De plus en plus, les gens mettent en relation les unes par rapport aux autres les offres de services, par exemple dans les universités ou ailleurs. Et on vit dans un monde de transparence, de plus grande transparence, qui exige des organisations des réponses aussi centrées sur la confiance. Alors, pour moi, la complexité, c'est dire une organisation vit dans la complexité parce que son environnement d'affaires devient plus complexe, globalement, autour de ces 6 caractéristiques-là qui définissent, dans le fond, qui demandent aux décideurs de réfléchir autrement leur processus de prise de décision, leur processus d'organisation du travail, la manière dont ils vont articuler leur modèle d'affaires, la manière dont ils vont gérer leurs ressources humaines, pas au sens de... D'ailleurs, je déteste le mot « gestion des ressources humaines ». Je préfère « human beings », des personnes, donc les gens dans leur entièreté, plutôt que de ramener les gens autour de... Donc, ça pose ces questions-là pour le management des organisations. Je pense qu'on pourrait aussi se poser des questions, un peu classiques, mais des questions des impacts, par exemple, ou des implications, on pourrait dire, plutôt que celui des impacts, celui des implications. Par exemple, quelles sont les implications de la complexité sur la gouvernance des organisations? Probablement que ça voudrait dire que dans un environnement complexe, jusqu'à quel point est-ce que ma gouvernance, à la fois stratégique et opérationnelle, est organisée, elle est structurée? Au niveau stratégique, jusqu'à quel point j'ai de la diversité de points de vue dans la gouvernance à la fois de l'équipe de direction et du conseil d'administration, du conseil consultatif dans une organisation comme une PME, qui a besoin d'élargir son horizon de gouvernance pour mieux appréhender la complexité. Il y a probablement aussi des questions autour du rôle du management. Tu sais, dernièrement, il y a un grand entrepreneur québécois, Marc Dutil, de la famille Dutil, qui vient de publier un livre sur toute la dimension de l'ambidextrie au niveau des rôles de gestionnaire. Comment penser le long terme, mais en même temps le court terme. Comment penser la croissance court terme, mais en même temps la durabilité moyen terme. Donc, comment on se met dans des positions d'ambidextrie alors que essentiellement, on était dans soit la plupart des organisations, soit dans le court terme, alors que la complexité exige aussi du moyen et long terme. Puis les gens vont dire, oui, mais on ne peut pas planifier le moyen et long terme parce que c'est incertain, mais en même temps, on peut développer des capacités qui vont avoir de la durée dans le temps. Donc, toute la question de l'ambidextrie au niveau du rôle du management, etc., m'apparaît important. Puis je dirais aussi quelles sont les implications au niveau de l'organisation, au niveau de sa structure, de ses mécanismes de coordination, de l'organisation du travail, qui est quand même une organisation du travail qui est dominée par des modèles de stabilité. Moi, je dirais aussi comment on fait la recherche. Moi, je pense que de plus en plus, la recherche, si on veut trouver des pistes intéressantes, doit se faire en co-création avec le terrain, donc en co-construction, en co-réflexion avec les gens de terrain, un peu comme on l'a fait avec le CHU Sainte-Justine dernièrement sur comment créer de la valeur à long terme avec un établissement de santé. Donc, en quelque part, on pose la question aussi de ne pas faire de la recherche en vase clos, l'ouvrir sur le contexte avec lequel on travaille. Et c'est avec les gens de l'interne, en co-construction avec les gens de l'interne, doucement, que les réponses les plus pertinentes ont émergé. Alors qu'antérieurement, on aurait confié ça à un tiers qu'on dit expert. Là, on s'aperçoit que ce sont les acteurs eux-mêmes qui deviennent importants pour gérer cette complexité-là, parce qu'il faut qu'ils la comprennent à leur niveau pour être capable de vraiment agir auprès d'eux. J'ai l'impression qu'il y a deux grands types d'actions qui vont devoir être mises en place si on veut faire face à ça. Quand on parle d'incertitude, dans le fond, la seule façon de traiter l'incertitude, c'est par l'exploration. C'est-à-dire, il faut que j'aie un esprit ouvert puis que j'explore différentes façons de faire. Et c'est pas le modèle antérieur qui probablement va être la bonne réponse. Donc, si je veux avancer dans l'exploration de l'incertitude, il faut que je permette l'exploration. Il faut que je trouve des manières d'explorer. C'est un peu la même chose pour la complexité. La complexité,
La complexité nous amène dans une drôle de situation. J'ai l'impression que la complexité nous amène dans ce que j'appellerais la gestion du paradoxe. C'est-à-dire qu'on doit être capable de faire quelque chose et son contraire. Il n'y a pas une réponse simple pour gérer. Il faut absolument qu'on soit capable de gérer l'ambiguïté qui est née avec la situation. Tu sais, je regarde présentement, par exemple, comment on va gérer la vaccination. Bon, il y a des façons de gérer la vaccination, il faut que le monde soit vacciné, mais il y a un 30% de la population qui ne veut pas se faire vacciner. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu ne peux pas les rejeter? Il faut que tu trouves des mécanismes pour traiter ce paradoxe-là de façon intelligente. Et la complexité, ça va être ça, la capacité de gérer à la fois une dimension et son contraire. Et donc, de permettre à tes gens à l'intérieur d'avoir de la marge de manœuvre pour faire cette exploration nécessaire. Du point de vue des capacités, si je reprends l'idée de comment, tout à l'heure, j'ai introduit, de mon point de vue, quand je m'adresse à des gens d'affaires, la complexité autour de 6 critères, l'accélération, l'interdépendance, l'interconnexion, etc., comment cette complexité-là, définie autour de ces 6 critères-là, interpelle les organisations en termes de capacité. Quelles sont les capacités stratégiques qu'on peut développer pour répondre à un environnement complexe qui s'accélère, qui s'interconnecte, etc. Alors, moi, j'en ai retenu 5 capacités. La première, c'est construire des organisations qui sont plus agiles et plus organiques. Plus agiles en termes organisationnels et stratégiques, pas en termes de gestion de projet agile, là. Donc, ça veut dire des organisations plus décentralisées, plus responsables, où on valorise l'équipe, on valorise la prise de décision, là où ça passe l'action, et en même temps organique au sens du pouvoir déconcentré auprès des personnes, des professionnels, qui sont souvent des gens scolarisés, qu'on traite souvent comme des enfants. Donc, en quelque part, avoir des organisations agiles et plus organiques. Il y a un très bel exemple de ça qui est Buurtzorg en Hollande, comment 10 000 infirmières en équipe semi-autonome gèrent les soins aux aînés dans leur milieu de vie avec un niveau de performance numéro 1 en Hollande dans les établissements de santé, avec des niveaux de satisfaction de plus de 90 % auprès des personnes âgées et de plus que 95 % auprès des employés. Donc, des équipes semi-autonomes de 12 à 14 infirmières, déconcentrées dans les milieux de vie, supportées par un siège social et supportées par des technologies collaboratives qui permettent aux infirmières d'échanger entre eux, de s'entraider, etc. Je vous encourage beaucoup à aller voir le cas Buurtzorg. La deuxième capacité, c'est, et on l'a bien vu dans le cas de l'arrivée en poste de Sophie Brochu à Hydro-Québec, quelques semaines après son arrivée en poste, elle a, entre guillemets, aboli les unités d'affaires, donc les silos, pour dire qu'on devrait apprendre davantage à collaborer en manière transversale, parce que gérer la complexité, c'est probablement pas une unité, c'est plusieurs unités en processus transversaux qui devront apprendre à collaborer pour mieux répondre à un besoin de clientèle ou pour, dans le monde de la santé, une trajectoire de soins pour mieux répondre à des problématiques de santé avec les familles et les patients. Donc, en quelque part, la capacité à collaborer transversalement, au-delà des structures. On peut avoir des structures. Moi, je crois beaucoup au fait que les structures doivent livrer des résultats, mais comment introduire la transversalité pour améliorer, dans le fond, la performance auprès des attentes réelles des citoyens, des étudiants, des clients, etc. La troisième capacité, c'est autour de l'innovation, pas au sens classique, autour de l'innovation ouverte et collaborative. J'aurais le goût de dire, qu'est-ce qu'ont en commun Ubisoft, Couche-Tard, Desjardins, Intac Assurance, le CHU Sainte-Justine et puis le CHUM, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Bien, elles créent des espaces d'innovation collaborative et ouverte. Chez Ubisoft, ça s'appelle La Forge, où des ingénieurs d'Ubisoft, des experts d'Ubisoft avec des gens terrain, ensemble, pendant 6 à 8 semaines, collaborent à développer des nouvelles applications pour Ubisoft. Chez Sainte-Justine, c'est Espace Transition pour les enfants angoissés. Comment on travaille avec le monde des arts, le monde du numérique pour développer des nouvelles manières de traiter, de faire des soins avec des jeunes enfants angoissés. Au CHUM, c'est l'École d'intelligence artificielle en santé. Chez Desjardins, c'est le Coopératon, le Desjardins Lab. Donc, en quelque part, comment on développe des espaces qui permettent d'explorer
Et puis en même temps, de cette exploration-là se retrouve dans l'organisation en termes d'innovation. Donc l'innovation collaborative, ouverte, on voit, et là, dernièrement, SNC-Lavalin a annoncé sa stratégie mondiale de l'âme. Michelin a la même chose avec ses labs d'innovation. Donc, en quelque part, comment on crée des espaces, on appelle ça des middle ground, des espaces, où les acteurs vont se rencontrer pour inventer l'avenir, pour mieux répondre à des besoins de complexité. La quatrième dimension, c'est des organisations plus engageantes au sens du sens. On l'a vu beaucoup dans la COVID. Les gens se posent la question, par exemple dans le domaine de la santé, mais on est ici pourquoi? Et on oublie qu'on est là pour soigner. Hein? Donc la question du sens, les gens ont besoin beaucoup de retrouver le sens, la confiance par le sens. Donc comment, au lieu de parler de milieu de travail, si on parlait de milieu de vie, et de considérer la personne de manière holistique, un milieu de vie aussi où je dirais, où on se préoccupe de la santé globale, de la santé mentale, de l'équilibre entre la vie au travail et la vie hors travail. Tu sais, un milieu de vie plutôt qu'un milieu de travail. Ce qui est intéressant pour les jeunes en management, un des derniers sondages pan-canadiens sur des gestionnaires qui aspirent à des hautes fonctions, là, tu sais, de PDG dans les organisations ou du moins de vice-président, chez les jeunes sondés, lorsqu'on leur dit quel est votre premier facteur d'hésitation, c'est est-ce que je vais être capable de garder un équilibre dans cette nouvelle fonction-là, sinon je ne suis pas sûr que j'embarque. Donc, en quelque part, être conscient du milieu de vie. Puis la dernière capacité, Alain l'a évoqué au début de la présentation, c'est des organisations plus responsables socialement, en termes de milieu de vie durable, en termes aussi de on crée de la valeur pour qui? Pour la société aussi dans laquelle on vit comme entreprise. Puis je dirais tout ça, là, mes 5 capacités, toujours derrière ça, une logique, pour moi, de croissance durable ou soutenable. Donc, en quelque part, ça veut dire est-ce qu'on met des freins aussi? Tu sais, pour avoir, par exemple, un milieu de vie plus équilibré, probablement, ça veut dire aussi d'avoir des objectifs de croissance soutenable et non pas de croissance exponentielle à tout prix là, dans nos organisations. On a longtemps parlé de motivation, de mobilisation. Mais c'était pour qui? L'organisation voulait mobiliser les gens pour elle. Je pense que ce à quoi Réal fait référence, c'est beaucoup plus, quand il parle du sens, d'intérêt personnel. Ce qui m'a frappé durant la pandémie, c'est comment les gens voulaient répondre aux problèmes auxquels ils sont confrontés. J'ai vécu avec une équipe de soins à Notre-Dame à un moment donné qui ont dit « ça n'a pas de sens, il faut qu'on crée un environnement pour accueillir les malades de la COVID ». Et là, indépendamment de ce que la structure voulait, il y a une petite équipe qui s'est formée qui a capté un environnement, qui l'a mis à niveau et qui a commencé à traiter. Et le reste de l'organisation a été surpris de voir comment ces gens-là venaient de donner du sens à leur propre action. Et là, on a valorisé ce qu'ils faisaient, mais on l'a valorisé a posteriori. On n'était pas capable de le valoriser a priori. Et cet exemple-là, pour moi, est très parlant parce que ce que ça veut dire, c'est que les gens veulent être capables de transversalité, d'aller vers les autres pour trouver les réponses aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Les organisations, très souvent, surtout lorsqu'elles sont en silo, ne veulent pas cette transversalité. Elles veulent justement garder les gens dans une orientation très précise. Et ça, c'est insatisfaisant pour une personne complète, une personne globale. La personne globale a besoin de trouver une réponse et a besoin d'aller vers ceux qui peuvent l'aider à trouver cette réponse-là. Dans ce sens-là, les éléments qui sont puissants dans ce que Réal vient de mentionner, c'est cette capacité d'action-là qui donne du sens à ce que je fais. Il est très clair que le rôle du gestionnaire se trouve transformé par rapport à ça. Ça va être quoi un bon gestionnaire? Je pense qu'un bon gestionnaire va devoir être un professeur. Il va devoir être un professeur dans le sens que un professeur doit avoir confiance que l'étudiant est capable. Tu sais, là, le gestionnaire va devoir avoir confiance que les gens qui sont autour de lui sont capables de solutions. Et non seulement il doit avoir confiance, mais il doit aussi
enseigner. Il doit être capable non pas de dire qu'il a la réponse, mais qu'il aide les gens à trouver leur réponse, qu'il utilise les mécanismes dont Réal parlait pour justement aller chercher cette réponse-là. Puis, dans le fond, être un vrai gestionnaire, c'est faire la démonstration qu'on ne serait pas capable de le faire soi-même. Tu sais, là, c'est pour ça qu'on enseigne. On enseigne parce qu'on veut que les gens développent cette capacité-là, puis on veut simplement leur donner la confiance de le faire pour que ça se produise. Et dans ce sens-là, les gestionnaires vont être des gens qui n'auront pas toutes les habiletés requises pour faire le travail, mais qui vont avoir une habileté importante pour sortir le meilleur des gens qui sont autour d'eux dans cette exploration-là à la transversale. On parle souvent de la gestion en T, là, le T-shape. Ça veut dire qu'un gestionnaire connaît bien le travail de son équipe, mais si il veut contribuer à la gestion de la complexité, il faut qu'il s'intéresse à l'ensemble de l'organisation aussi. Donc, aux enjeux des collègues dans d'autres unités, dans d'autres services, etc., pour être en mesure d'aider ses collègues aussi à performer, à travailler dans un mandat donné, mais aussi à intégrer cette complexité un petit peu plus large de l'organisation dans ce qu'il fait dans son unité de base. Donc, en quelque part, si je suis un directeur de ressources humaines dans un département de ressources humaines, j'ai à gérer à la fois les questions de conditions de travail, de relations de travail, etc. Puis en même temps, il faut que je m'intéresse aux préoccupations pour l'ensemble de l'organisation sur les questions de socialisation, sur les questions de développement, sur les questions de rétention, sur les questions d'équité, de diversité, qui touchent l'ensemble de l'organisation, pas uniquement notre unité. Donc, en quelque part, cette notion de T-shape, puis je dirais aussi le gestionnaire Carrefour un peu, parce que moi, ce que je constate, plus on vit dans un monde complexe, par exemple, marqué par l'incertitude, plus les travailleurs à la base, les professionnels posent des questions. Et ces questions-là, ils les posent à qui? Ils ne les posent pas au top management, ils les posent aux supérieurs immédiats. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été critique du fait qu'on n'a plus besoin de gestionnaires de premier niveau, parce que c'est une forme de carrefour. Alors, c'est sûr que ce gestionnaire de premier niveau-là, il va se faire beaucoup interpeller par ses employés sur toutes sortes d'éléments qui touchent la complexité. Est-ce que c'est vrai que par rapport à l'intelligence artificielle, on pourrait perdre certains types d'emplois? Qu'est-ce qui va nous arriver si... comment on va gérer en telle situation? Qu'est-ce qui va nous arriver? Les gens vont se poser des questions, mais ils vont les poser à leur gestionnaire de premier niveau, comme un carrefour. Mais lui, ce carrefour-là, il faut qu'il soit alimenté, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit préparé. Souvent, c'est des gestionnaires d'opération. Puis il faut voir que tu évoquais la notion de métier de gestionnaire. Même ces gestionnaires d'opération-là, il faut qu'on les amène à absorber cette notion-là de carrefour, parce que c'est eux qui reçoivent les questions. C'est pas le top management qui reçoit les questions de la base, c'est l'encadrement de premier niveau. Alors, c'est là que se construit aussi l'engagement, l'attachement, le sens. C'est là. Ça se construit pas sur les hauts dirigeants. Là. Ça se construit dans l'équipe. Donc, la question d'équipe, gérer des équipes devient aussi une habileté importante dans le futur. On ne mesure jamais la performance par le respect des contraintes. Okay? Ce n'est pas parce que je respecte les contraintes que je suis performant. Je suis performant parce que je réponds à un besoin social ou financier ou whatever auquel ma mission me convie. Et on va continuer de mesurer la performance de la même façon. Ce qui va être important, cependant, c'est que cette performance-là puisse être déclinée à tous les niveaux de l'organisation pour que la contribution soit fondée justement sur c'est quoi la mission de l'organisation puis comment je contribue en faisant ça à cette mission-là. Cette déclinaison-là est complexe à faire, mais elle est inévitable. Et je ne pourrais pas mesurer la performance en disant oui, il a respecté son horaire, il a respecté son budget, il a respecté des contraintes. Okay? Il est clair que ce n'est pas là qu'on va aller quand on va vouloir mesurer la performance. En même temps, quand je dis ça, je ne viens pas de simplifier le problème, je viens de le complexifier parce que la déclinaison va demander qu'à chaque niveau organisationnel, on ait un échange important sur comment maintenant, pour atteindre ça, mes gens vont y contribuer. De quelle façon je décline ça pour tout mon monde de façon à ce que ça ait du sens, ça garde le sens.
Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que l'innovation va être une façon d'y arriver. Permettre aux gens de trouver des solutions à des problèmes va être quelque chose de valorisé comme contribution à la performance. Moi, je dirais que sur la mesure de la performance, j'aime bien utiliser l'image du tableau de bord équilibré, le Balance Scorecard, qui dit plus je vis dans un environnement complexe, plus j'ai des parties prenantes multiples, plus j'ai plusieurs domaines à prendre en considération et je ne peux pas tout mesurer par la valeur économique, donc la rentabilité ou la profitabilité. Donc, il y a une dimension d'un tableau de bord équilibré, c'est la dimension économique. Comment, au niveau des parties prenantes, la dimension humaine, donc à l'interne, au niveau, par exemple, des personnels, des milieux de vie, je peux être hyper performant économique, mais produire beaucoup de problèmes de santé mentale. Donc, je deviens, par rapport à la complexité, non performant parce que mes coûts de santé mentale viennent détruire ma profitabilité. Donc, la dimension économique, la dimension humaine. Je dirais aussi la dimension sociétale, la création de valeur partagée. Quelle est la contribution de mon organisation dans son milieu de vie, dans la société, auprès des parties prenantes, dans un centre hospitalier, auprès des patients partenaires et de leurs familles, auprès des collaborateurs externes de l'organisation. Je dirais aussi la dimension, dans le Balance Scorecard, toute la dimension, je dirais, de la pérennité de l'organisation. Donc, l'économique, c'est souvent le court terme, donc la dimension économique court terme, les personnes, les parties prenantes. La pérennité, c'est le long terme. Donc, en quelque part, comment on va développer, comment notre performance actuelle va nous permettre de garder notre place dans le temps. Et il y a le livre de Danny Miller et puis d'Isabelle, qui porte sur dans la durée, donc la performance dans la durée, où est-ce que la pérennité est extrêmement importante, toutes les questions de réputation, toutes les questions de confiance. On l'a vu, par exemple, avec la crise autour des tomates de Mers, là, comment rapidement ça peut avoir affecté la confiance court terme de l'organisation. Donc, la question de la pérennité. Puis après ça, on pourrait rajouter d'autres dimensions. Mais je pense que l'idée de tableau de bord équilibré, comment, dans le fond, répondre à la complexité, s'adresser à plusieurs enjeux, comment ces gens-là sont représentés dans un tableau de bord équilibré. Ce qui me paraît important, c'est cette capacité de l'organisation de rendre explicite pour tout le monde c'est quoi la performance. On vient de vivre une expérience avec l'hôpital Sainte-Justine, où Sainte-Justine s'est posé la question, c'est quoi notre mission? Notre mission, c'est soigner des enfants. Et est-ce qu'on soigne des enfants exactement comme n'importe quel autre hôpital? Et là, tout à coup, on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose qui était important. Il y avait des dimensions à Sainte-Justine qui étaient plus larges que dans d'autres hôpitaux. Puis non seulement on devait en être conscient, mais tout le monde de l'organisation devait en être conscient. On a un rôle social comme hôpital qui est plus large qu'un simple hôpital de quartier, là. Et dans ce sens-là, il y a eu une démarche très puissante dans l'organisation pour amener les gens à prendre conscience de l'identité propre de l'organisation et de ce que signifie la performance dans cette organisation-là. Et ça a donné naissance à toutes sortes de choses. Ça a donné naissance, par exemple, à une notion qui, moi, me fascine, c'est on n'est plus là pour la maladie, on est là pour la santé. Et juste adopter cette nouvelle façon de penser-là, on ne soigne pas de la même façon un enfant que si on dit, son bobo, c'est son genou, on va s'occuper de son genou, puis au diable de reste, là, on prend la personne globalement, on intervient beaucoup plus largement et ça donne du sens non seulement à l'organisation, mais à chacun des employés qui sont impliqués là-dedans. Et ça, c'est important.